walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricot Monde de Sophie. Donc c'est l'épisode du mois de mars. Je vais essayer de me tenir à ce que j'ai promis la dernière fois, c'est-à-dire à peu près un épisode par mois. Voilà. Je pense pas que je tournerai mes épisodes à la fin du mois parce qu'il y en a déjà beaucoup qui font ça, donc j'imagine que du coup, entre guillemets, vous êtes saturés d'épisodes mensuels. Donc je trouvais qu'en fin de mois c'était pas mal. Et puis voilà, en plus j'ai le temps, c'est surtout ça. Voilà. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai pris ma journée pour moi. Personne n'est à la maison, donc je devrais pas être dérangée par les relous, mais c'est pas désagréable de temps en temps d'être au calme. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler couture et tricot bien sûr, et puis je vais aussi répondre à vos questions, puisque pour cet épisode j'avais envie de changer un petit peu, donc je vous ai proposé hier sur Instagram de me poser vos questions auxquelles je répondrai pendant ce podcast. Alors comme il y a des questions couture et des questions tricot, ou même des fois des questions sur les deux, je ne sais pas si vous regardez les deux parties ou pas, mais à ce moment-là dites-le moi en commentaire. J'imagine qu'il y a des gens qui regardent que la couture ou que le tricot, donc je répondrai aux questions couture dans la partie couture et aux questions tricot dans la partie tricot. Voilà. Sinon aujourd'hui je porte mon rose cardigan de Andrea Mori que j'avais tricoté en laine de la pelote vagabonde. Voilà. Donc tous les détails des laines que j'ai utilisées sont sur Ravelry. Ma page est à jour et il y avait même un épisode de podcast dont je ne retrouve plus le numéro, mais je vous le mettrai peut-être en info si ça vous intéresse. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je le porte pas tellement parce que c'est... pas assez régulièrement parce qu'il est quand même relativement original avec son dégradé de couleurs, donc il faut quand même avoir la tenue qui s'y prête. Et puis en fait je le trouve presque un peu long. Voilà, moi ce que je lui reproche c'est qu'il a les pentes devant qui ont tendance à basculer comme ça. Je trouve pas ça toujours hyper élégant, mais à part ça sinon je le trouve très beau, et quand je le mets j'ai toujours pas mal de compliments parce que c'est vrai qu'il est assez original. Et ben je propose qu'on attaque tout de suite par la couture. Allez, par la couture, je répondrai aux questions en couture, je vous indique à quel moment commence la partie tricot, et voilà, c'est parti. Pour la couture, j'ai réalisé plusieurs projets pour moi. Il va falloir que ça change un petit peu, promis. Alors, je vais commencer par vous parler de la chemise Azur de l'atelier Scamit. Donc, c'est pas la première fois que je réalise cette chemise, je pense que c'est ma quatrième version. J'avais dû réaliser, ou ma troisième version. J'ai réalisé la version robe chemise, j'ai réalisé il y a quelques temps une version chemise à carreaux, donc c'était une viscose avec des petits carreaux lurex de chez Glantine Zoé, kaki, qui vous avait pas mal plu. Et j'ai de nouveau réalisé une chemise, donc cette fois c'est dans une viscose de chez Liz Taylor. Voilà, donc c'est sa viscose là de la collection hiver. Je pense que le motif s'appelle Daisy, si je me rappelle bien. Et là j'avais eu un vrai coup de cœur parce que c'est vraiment dans mes coloris, ce vert foncé là ça me plaît beaucoup. Et puis il y a ces petits tons de terracotta là. Voilà, donc on l'a vu pas mal pour cet hiver. Voilà, c'est un motif que j'avais envie d'essayer. J'aime beaucoup les motifs de Liz Taylor. Après moi je suis un petit peu difficile en motif, et puis même en tout, hein, en couleur, etc. J'assume complètement. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et voilà, des fois dans ma tête c'est pas toujours facile hein, de matcher tout ça. Bref, donc j'aime beaucoup ces motifs, mais ils me correspondent pas forcément dans les coloris ou etc. mais à mon style vestimentaire. Et là pour le coup ça correspondait tout à fait. J'avais envie d'une chemise comme ça imprimée. Donc j'ai sorti un patron que je connaissais déjà bien, que j'avais réalisé. Donc j'ai toujours réalisé la taille 36, et cette fois j'ai opté pour le petit col froufrou. Voilà, j'avais envie du coup d'apporter un petit côté très féminin à cette chemise. Donc j'ai réalisé le col froufrou et les poignets froufrou. Voilà. Donc comme toujours j'ai réalisé la taille 36. J'ai utilisé, il me semble, je crois 1,50 m de viscose Liz Taylor. J'ai acheté également les boutons assortis. Alors j'étais un poil déçue en les recevant parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas tout à fait dans le même ton que la viscose. Après c'est vraiment du pinaillage là, parce que honnêtement une fois qu'ils sont posés je les trouve très jolis, et j'hésite, j'aurais peut-être
pu prendre des terracottas, ça aurait été très sympa, mais bon, voilà, j'en suis très très contente. Au niveau réalisation, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, j'aime beaucoup les livrets de Atelier Scamit et l'avantage c'est qu'elle fait systématiquement une vidéo pas à pas associée à chacun de ses patrons. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant quand on ne sait pas comment le patron se monte. Moi comme c'est au moins la 3e fois que je le réalise, j'ai plus trop d'hésitation. Voilà, il y a quand même quelques petits détails techniques. C'est sûr que tout ce qui est les poignets avec les fentes gancées avec du biais, c'est pas, voilà, il faut être un peu soigneux, un peu précis. Pareil pour le montage du col. Mais vraiment les finitions sont très belles, ça fait très propre, surtout que pour la plupart de ces patrons, elle recommande des coutures anglaises. Donc les marges de couture sont incluses dans les patrons Atelier Scamit. Voilà, donc les coutures anglaises, si vous ne savez pas, en fait c'est ce qui permet, c'est une technique où on prévoit des marges assez larges qui permettent du coup d'emprisonner la couture et de la rendre complètement invisible. Donc ça c'est une bonne technique par exemple pour les tissus transparents. Quand vous avez un tissu un peu vraiment transparent, ça c'est bien pour cacher du coup les coutures à l'intérieur. Ou par exemple pour des chemises dont vous allez retrousser les poignets, ça permet du coup de cacher la couture de la manche. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, par ça, rien à dire de particulier sur cette chemise que j'ai déjà réalisée plusieurs fois. Je ne l'ai pas encore portée. Alors, à propos du tissu, donc il faut que je vérifie. Donc, pour moi, il était décrit comme une viscose. J'ai été un peu surprise en le recevant parce qu'en fait, je le trouve plus épais qu'une viscose classique. Mais d'un autre côté, il a quand même une belle fluidité. Du coup, il est plutôt plus facile à coudre qu'une viscose standard. Donc plutôt pas mal, voilà. On verra du coup au porté. J'ai l'impression qu'il froisse quand même un petit peu. Après c'est peut-être moi quand j'ai repassé ou j'ai fait n'importe quoi là. Voilà, je vous ferai un retour sur cette viscose. Je l'ai trouvée quand même vraiment de belle qualité. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que comme elle est sur fond blanc, en fait l'envers est blanc. Il y a eu 2-3 fois, notamment quand j'ai piqué mes fronces ou sur certaines épingles, je sais qu'Alice du Lapin d'Alice en a parlé également, ça peut arriver qu'à certains endroits je voyais des petites traces blanches qui correspondaient par exemple au fil de fronce que j'avais enlevé ou à des marquages d'épingles. Donc elle avait précisé dans son dernier épisode de podcast que ça partait au lavage, donc j'ai été complètement rassurée. Et honnêtement je pense que c'est vraiment une viscose de belle qualité. Donc j'attends de vous faire un retour. Je ne l'ai pas encore porté, pour être tout à fait honnête. J'attendais de tourner le podcast. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier patron de couture, donc chemise azur de Atelier Scamit. Pour le patron suivant, j'ai cousu une robe dans un tissu que j'avais commandé chez Églantine et Zoé. Donc j'avais très envie d'une robe kaki imprimée. Donc je pense que je vous avais montré ce tissu dans un... Ça doit être sur Instagram, voilà. Moi j'avais très envie d'une robe kaki, voilà, le kaki c'est dans mes couleurs d'hiver, j'aime beaucoup. Donc j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce tissu Églantine et Zoé, et j'avais envie d'une robe. Donc moi mon patron de robe là pour ces tissus crêpes ou viscose, souvent c'est le patron Belleville de Louis-Antoinette, Paris. Là j'avais envie de changer parce que des Belleville j'en ai déjà 3. Donc je voulais un patron un peu différent, voilà. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans ma Patron-Tech, et il se trouve qu'il y avait un patron que je n'avais jamais cousu encore, qui est le patron Vogue de Louis-Antoinette Paris. Alors moi mes critères pour une robe, j'aime quand elles sont pas trop longues, j'aime bien les manches 3/4, et surtout j'aime qu'il y ait des poches. Voilà, moi c'est un de mes critères. Parce que souvent je mets mes robes au travail et j'ai besoin d'avoir toujours sur moi mon badge et mon téléphone. Donc j'ai vraiment besoin de ces poches. Et du coup sur ce patron-là, il y avait tout ce que je recherchais. Alors, au niveau de la réalisation, donc j'ai cousu la taille 36 qui correspondait à mes mensurations. En modification, je n'ai pas posé de fermeture éclair dans le dos, puisque j'arrive tout à fait à l'enfiler sans. Donc avant de faire cette modification, j'avais cherché un petit peu
les versions précédentes, soit sur internet, soit sur Instagram, et il y avait Christine de Petit Bonheur qui avait zappé, justement, qui avait enlevé cette fermeture éclair, et ça passait effectivement très bien. Et je confirme, ça passe très très bien. C'est une robe qui est quand même un peu ample, même si moi de préférence j'aime les robes un peu marquées à la taille, mais voilà, c'est aussi confort, j'aime beaucoup. En autre modification, donc n'étant pas très grande, j'ai quand même enlevé pas mal au niveau de la longueur. J'ai noté moi que j'ai enlevé 8 cm pour réaliser l'ourlet. Voilà, c'est le genre de robe moi que j'aime porter un peu courte, déjà par rapport à ma taille, et puis aussi pour une question de... Avec les poches, le fait qu'elles ne soient pas marquées à la taille, pas cintrées, ça peut... Enfin, de mon point de vue, ça peut vite faire mémère si elle arrive au genou, par exemple. Et là, je pense que je l'ai faite un petit peu au-dessus du genou. Je l'ai déjà portée, elle est hyper confortable, hyper agréable. Voilà, j'aime beaucoup. Très très contente de cette robe. Niveau réalisation, elle est un petit peu technique parce que c'est vrai que le montage des poches, notamment, en fait, ce qui est assez malin, ça va être difficile de vous montrer avec le tissu imprimé, c'est qu'en fait, là, vous avez 3 pièces. Vous avez la pièce, le panneau central du devant, vous avez les pièces latérales, voilà. Et en fait, les pièces latérales forment également le fond de poche. Donc, si je retourne, en fait, vous allez voir que la pièce côté se prolonge pour former le fond de poche. Et après, on vient assembler avec une autre pièce poche. Voilà. Donc ça, la pièce se prolonge jusqu'au fond de la poche. Donc ça, c'est plutôt malin. Après, voilà, il faut être quand même bien soigneux, bien précis pour réaliser cette couture proprement. Entre nous, voilà, si vous avez un tissu un petit peu chargé comme le mien, plus le fait qu'il y ait les fronces sur les poches, voilà, c'est pas, ça peut masquer des petites imperfections. Moi, j'ai essayé de m'appliquer quand même. Voilà, non, très contente, pile dans mes coloris. Bon, là, le motif est quand même un peu plus original, entre guillemets, que ce que j'aurais l'habitude de porter, mais je trouve que ça passe plutôt bien, quoi. Il reste quand même relativement sobre. Voilà, très contente de cette réalisation, contente d'avoir aussi réalisé un nouveau patron de robe dans ma Patron-Tech, en plus. Donc voilà pour le deuxième projet couture. Ensuite, j'ai réalisé un autre patron que j'avais depuis longtemps, je pense que c'est le thème, j'avais envie de ressortir des patrons que j'avais depuis un petit moment, enfin, puis il y a d'autres raisons aussi, pour ça je pense. J'ai réalisé le body de Marie, le body de Marie Poisson. Donc ça, c'est un patron que j'ai depuis vraiment très longtemps, et je sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à me lancer, voilà, je savais que dans un coin de ma tête, j'avais envie de coudre un body, puisque je n'ai pas de body moi dans mon dressing, dans mon vestiaire. C'est une pièce que j'avais envie d'essayer pour voir. Donc voilà, j'ai réalisé ce body de Marie Poisson. Donc j'ai cousu la taille 38 selon le tableau de mensuration. Je ne regrette pas. Je pense que j'aurais même pu faire la taille 40. Sinon, en fait, dans ce body de Marie, vous avez 2 versions disponibles. Vous avez la version qui s'appelle Ivonique ou Ivonique, qui est la forme body avec fine bretelle et culotte échancrée. Et vous avez une autre version qui s'appelle l'Isaïg, où vous avez une possibilité, donc là c'est le bas avec un shorty, manche longue et le haut cache-cœur. Donc moi c'est ça que j'ai réalisé, en fait j'ai fait un petit mix entre les deux. J'ai utilisé le patron l'Isaïg avec la culotte échancrée du Ivonique. Tout est très bien expliqué dans ce livret pour faire cette petite modification, hein. C'est proposé par Marie Poisson. J'ai cousu mon body donc, dans un jersey de coton que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Alors, je vais vous le montrer. C'est du noir. C'est bien, on va pas voir grand chose. Donc version cache-cœur et le système de bande de pression. Donc on va en parler tout de suite, comme ça sera fait. Alors, pour les pressions, j'ai posé moi des pressions spécial jersey avec ma pince prime. Donc voilà, c'est des pressions que j'ai achetées, je crois, sur le site de ma petite mercerie ou l'atelier de la création, je sais plus, c'est l'un ou l'autre.
Voilà, donc j'ai posé 3 bandes de pression. Tout est vraiment bien expliqué dans le livre ouais, c'est un livre hein, quasiment, dans le livret technique. Donc là, il est suggéré, il est même conseillé de poser en fait une bande de gros grains ou de sergé pour renforcer puis poser les pressions. Donc moi j'ai utilisé ce que j'avais dans mon stock, puis j'avais envie de m'amuser, donc j'ai mis du orange. Voilà. C'est un peu technique, clairement, de réaliser un body. Après, moi j'avais déjà réalisé des pièces de lingerie, des culottes et soutien-gorge, donc c'est pas la première fois que je posais des élastiques lingerie, voilà, donc finalement, moi j'ai pas appris grand chose sur cette pièce-là. Je sais pas pourquoi ça me faisait, entre guillemets, aussi peur. Enfin, c'est pas que j'avais peur, mais c'est que j'avais la flemme. Alors finalement, je l'ai cousu relativement vite, parce qu'ayant déjà cousu des pièces de lingerie, en fait, il n'y avait rien de très très compliqué. Je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse. Si je me rappelle bien, les marges sont incluses, je vais vérifier. Je ne sais plus. Je pense qu'elles sont incluses. J'aurais dû vous le noter. Mais je vérifierai et puis je vous le marque là en bas de page. Voilà. Donc plutôt contente. Après, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé quand même qu'il me serrait un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est un problème de choix de taille, parce que globalement, je suis conforme au tableau des tailles. Peut-être que j'aurais dû choisir un coton avec un peu plus de stretch. Même si celui-là, il est quand même bien extensible, hein, il n'y a pas de souci, mais je pense que un jersey viscose aurait été peut-être plus adapté. Donc j'en ai justement du jersey viscose, donc je vais retenter de faire ce patron. Enfin, je vais déjà le porter, voir si le body est une pièce qui me correspond. Et si c'est le cas, je pense que je le referai, mais plutôt dans un jersey viscose. Seule petite modification que j'ai réalisée moi sur ce patron, j'ai réduit de 1 cm la longueur du body. Donc tout ça c'est expliqué dans le livret. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que le body est conçu pour une stature de 1,68 m, moi je fais 1,58 m. J'avais eu quelques retours sur les blogs notamment, donc il y a Alice qui l'avait réalisé, donc je lui ai posé la question, elle m'a confirmé qu'elle n'avait pas modifié la hauteur, mais que un petit centimètre aurait pu être plus adapté. Alice est un tout petit peu plus grande que moi. Et puis il y a également Muriel du blog des étoiles et des poids, et du podcast aussi. D'ailleurs, j'ai regardé ces derniers épisodes, c'était trop bien. Contente que tu sois revenue, Mumu. Donc oui, donc j'ai... Pareil, elle disait qu'elle avait réduit ou qu'elle aurait pu réduire de 1,5 voire 1 cm. Alors moi, bizarrement, je vais être foutue de travers, j'ai réduit ce 1 cm, et ben je pense que j'aurais pas dû. Donc je pense qu'en fait je suis courte sur pattes. Voilà. Donc je ne fais qu'1,58 m, mais apparemment j'ai un buste de taille normale. C'est vraiment le problème est au niveau des jambes. Hein. Bon, pas grave. En vrai, je m'en fiche. Voilà. Donc ça c'est pour le body de Marie Poisson, que je suis très contente d'avoir réalisé, parce que je sais pas pourquoi... traînait depuis très longtemps dans ma pile de petits projets dans ma tête, et je vais le tester et puis voir si c'est un patron qui me convient. Voilà. Et ensuite j'ai cousu le Julia Women's Cardigan. Voilà, donc c'est ce gilet. J'avais envie en fait d'un gilet confortable pour mettre sur des robes surtout. Donc j'avais repéré ce modèle, il me semble, sur Instagram, et puis il a été réalisé plusieurs fois par Amélie de Amy Desfils, et j'aimais beaucoup ce style de gilet, voilà, avec le col châle, col ample. Voilà, donc c'est un patron de Mouse House Creations, c'est son Instagram, je crois que c'est House of the Mouse, enfin bon bref. Donc c'est un patron qui n'existe qu'en PDF, de la taille XSA 3XL. Donc moi j'ai réalisé la taille S selon le tableau des tailles. Et sinon, petite indication, en fait, nulle part dans le livret vous n'allez voir l'indication sur les marges de couture. Donc j'ai cherché quand même vraiment longtemps à savoir si elles étaient incluses ou pas dans le patron, et si elles étaient incluses, quelle était leur valeur. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard, c'est inscrit directement sur la planche, sur les pièces du patron. Voilà. Donc en fait, à un moment, je ne sais pas si on va le voir là,
ici, en vérifiant mes pièces, je suis tombée sur un demi-pouce, Seam Allowances Included. Voilà, donc si pour celles qui se posent la question, les marges sont bien incluses et elles sont de 1 demi-pouce. Donc 1 demi-pouce, ça fait à peu près 1,2 cm. Génial. Génial parce qu'en fait, ça conforte mon idée que je n'aime pas quand les marges de couture... Désolée, ça fait un peu de bruit, mais je n'aime pas quand les marges de couture sont incluses parce que là, typiquement, 1,2 cm, c'est juste pénible. Voilà, on n'a pas les pouces, enfin, on ne travaille pas en pouces en Europe. Donc là, typiquement, j'ai vraiment galéré, j'ai retaillé toutes mes pièces pour avoir uniquement les 0,7 cm qui correspondent aux marges de ma surjeteuse puisque j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je pense que prochaine étape là, c'est que je vais carrément retailler mes pièces patron pour avoir les 0,7 incluses parce que ça m'agace franchement. Alors pourquoi ça m'agace? Parce que je pense que aussi le couteau de ma surjeteuse mériterait d'être aiguisé, ce qui fait que si j'essaye moi de couper en me disant bah tiens je couds, je sais que mes marges sont de 1,2, bah, je m'arrange pour couper mon surplus de 0,5 cm, et ben ça marche pas moi, c'est parce que ça coupe un peu mais ça bourre derrière, donc ça me met une pétrasse dans mes fils, enfin bref ça me rend dingue, donc je préfère recouper mes pièces même si ça me prend un peu de temps. Peut-être qu'il suffirait juste que je fasse aiguiser mon couteau de surjeteuse, il faudrait peut-être que je m'en occupe et ça résoudrait peut-être plein de mes problèmes et me réconcilierait avec les marges de couture incluses. Voilà, donc en conclusion, j'aime les marges de couture quand elles sont incluses sur un patron chaîne et trame et je déteste quand c'est sur des patrons qui s'assemblent à la surjeteuse. Voilà, c'est dit, c'est pas grave. Hein, mais... Bref, donc je vais quand même vous montrer le problème puisque je râle sur les marges mais je vous montre rien. Donc j'ai cousu une version vraiment hyper basique, noire toujours, donc c'est le même jersey que j'ai utilisé pour mon body de Marie Poisson. Donc c'est un jersey noir coton que j'ai acheté chez Dresden Stoffen. On en reparlera un peu de Dresden Stoffen après. Donc il a l'air quand même plutôt de belle qualité. Et j'ai réalisé, alors oui, je vous aurais pu vous en parler sur la planche patron, en fait ce gilet il est déclinable, mais vous avez dû le voir sur les photos. Il y a plusieurs versions qui sont proposées, soit une version avec petit mancheron, soit une version avec manche 3/4 ou manche longue. Moi c'est la version manche longue que j'ai réalisée avec bande de poignet. Donc en noir, parce que l'idée c'était de le porter sur mes robes que j'ai cousues, notamment ça ira très bien je pense avec ma robe Vogue. Voilà. Donc il y a possibilité soit de doubler complètement le col, donc vous cousez 2 fois les pièces col et bande du dos, donc c'est ce que j'ai choisi de faire. Soit vous cousez en une seule épaisseur et puis vous faites un petit tourlet. Voilà, une petite finition. Moi j'avais peur que ça soit pas très élégant, notamment du fait que je retourne le col comme ça. Dans ce cas-là, du coup, on aurait vu l'ourlet ici, ça aurait pas été très joli. En fait, il faudrait pour ça le porter vraiment à l'intérieur. Puis non, mais puis j'avais peur que ça soit pas. Je pense que ça dépend du jersey. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux laisser accru plutôt que de faire une finition ou faire un bord rouloté. Voilà, tout dépend de l'effet qu'on cherche à obtenir. Donc vraiment pas très compliqué à coudre. Après le livret, il est assez succinct entre nous. Voilà, mais je ne l'ai pas non plus lu attentivement, je le reconnais, parce que comme c'est pas la première fois que je monte ce genre de pièces, je connais à peu près mes étapes de montage, et puis il n'y avait rien de très compliqué selon moi. Voilà, donc plutôt facile à coudre, je ne l'ai encore pas porté, mais j'espère le porter un peu plus fréquemment avec mes petites robes maintenant. Donc voilà. Et enfin, les dernières pièces que j'ai cousues, ce sont des pièces de lingerie. Donc je vous parle quasiment jamais de lingerie sur ce podcast. Alors il y a eu plusieurs raisons. Parce que c'est pas toujours évident pour moi de vous montrer ce que je couds. Je pense que je ne prendrai jamais de photos pour les mettre sur Instagram. Je vous montrerai jamais de lingerie portée sur ce podcast, malheureusement, parce qu'il y a des gens que je connais, de mon entourage professionnel ou etc. qui regardent, qui peuvent tomber sur mes épisodes. J'ai pas du tout envie qu'ils voient à quoi je ressemble en sous-vêtements.
Voilà, c'est dit. Ce que je regrette parce que moi quand je couds des patrons, j'aime voir comment ils tombent, j'aime voir à quoi ça ressemble porter et moi ça m'a beaucoup servi qu'il y en ait qui aient osé poser des photos, poster des photos de leur réalisation sur Instagram. Voilà, ben, je les en remercie, mais moi aujourd'hui j'ai encore pas trouvé la solution pour vous présenter tout ça. Voilà. Mais je vais quand même vous en parler parce qu'il y a une marque de patron de lingerie que j'aime énormément qui est Étoffe Malicieuse et avec lequel j'ai beaucoup appris. Donc Étoffe Malicieuse, ça fait un petit moment qu'elle s'est lancée. Elle propose tout un tas de patrons. Moi j'avais commencé par coudre des culottes, j'ai cousu aussi des soutiens-gorge, j'en ai cousu plusieurs, oui. Alors, j'ai cousu, là aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est le patron Bohème de Étoffe Malicieuse, donc c'est un patron de... alors j'ai pas imprimé parce qu'en fait je les regarde en PDF souvent, ces patrons là, parce qu'ils sont très complets. Donc Bohème c'est un patron de soutien-gorge triangle, sans armature, donc pour moi c'est le parfait soutien-gorge pour débuter en lingerie. Alors en contrepartie, un soutien-gorge sans armature, j'imagine que pour une forte poitrine, c'est pas tout à fait adapté. Moi, c'est pas du tout mon problème, puisque j'ai cousu le plus petit bonnet, et encore, je pense que s'il y avait eu plus petit, ça passait. Donc, c'est un patron soutien-gorge triangle, avec plusieurs types de dos, plusieurs types de finitions en bas. J'essaierai de vous mettre des schémas techniques pour que vous vous rendiez compte. Et en fait, ils sont très bien faits ces patrons Étoffe Malicieuse parce que déjà dans le livret, il y a énormément de détails pour vous expliquer comment poser les élastiques, quelle largeur de point utiliser, quel type de point. Enfin, toutes les techniques sont vraiment bien faites, quoi. Vraiment, c'est hyper détaillé. Il y a des fiches techniques sur les élastiques, des fiches techniques sur la dentelle. Enfin, je sais plus, mais c'est vraiment... c'est très complet et très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris avec ces patrons-là. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais ça avait l'air très intéressant dans ma tête. Bon, bref. Ah oui, si, un truc que j'adore sur ces patrons, c'est qu'ils sont proposés, en fait, c'est des patrons PDF uniquement, il n'y a pas de patron papier. Ils sont proposés avec des calques, ce qui fait que vous pouvez choisir d'imprimer uniquement votre taille et d'imprimer également avec ou sans marge incluse. Et là, franchement, je trouve que c'est royal parce qu'en fonction du tissu que vous allez utiliser, puis selon vos préférences, vous mettez ou pas vos marges. Enfin, je trouve que cette option-là, elle est géniale. Donc là, pour le coup, moi, j'ai imprimé mes patrons avec marge incluse puisque j'ai utilisé des élastiques de taille standard, ce qui fait que je pouvais utiliser les tailles incluses dans le patron. Et voilà, donc très contente. Donc je vais commencer par vous montrer le soutien-gorge. J'ai utilisé... En fait, j'ai réalisé moi la taille 90 bonnet AA, parce qu'il y a une différence de taille du coup entre les bonnets et le tour de poitrine. Alors moi, bizarrement, d'après le tableau des tailles, je pense que j'aurais dû prendre même une taille inférieure. Mais voilà, dans le commerce, je prends toujours 90 et honnêtement, je pense que j'ai bien fait parce que il aurait été un peu trop petit. Donc j'ai choisi de réaliser mon soutien-gorge Bohème dans une dentelle blanche que j'ai achetée sur le site Dentelle de Calais. Alors moi j'ai modifié un tout petit peu le patron puisque j'ai rajouté des bonnets mousse. Normalement le patron, il me semble, je crois que maintenant il y a eu des tutos pour expliquer comment doubler. Pourquoi je mets des bonnets? Parce que tout simplement c'est pour une question de confort personnel, puisque je n'aime pas quand on voit que j'ai les tétons qui pointent. Et puis en plus, voilà, ayant une petite poitrine, je trouve que ça apporte aussi un petit peu de rondeur. Voilà, donc je préfère, il faudrait que j'essaye d'en faire une sans pour voir. Et j'ai cousu aussi le dos, version du dos en triangle. Alors pour les bretelles et les pièces et les petits anneaux, etc. C'est toute la récup de vieux soutiens-gorge. En fait, quand j'ai fait du tri dans mes placards il y a quelques temps, j'avais précieusement gardé mes soutiens-gorge en me disant on ne sait jamais, je peux être intéressée pour récupérer des petits accessoires ou des bretelles. Et j'ai bien fait parce que voilà, j'avais pile poil les bretelles à récupérer. Voilà. Alors, est-ce que c'est compliqué de coudre sa lingerie? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Est-ce que c'est long? Non. Je pense qu'il n'y a pas plus de pièces que sur un soutien-gorge
sur un patron classique, hein, il y a beaucoup moins de pièces que sur une chemise par exemple. Après, voilà, c'est un petit peu, faut être précis, parce que les pièces sont un peu plus petites, c'est un peu plus difficile à manipuler. Moi, c'est pas la première fois que j'en réalisais un, donc typiquement celui-là, ça m'a pris, je sais pas, hein, j'y ai pas passé l'après-midi pour le coudre, hein, donc c'est allé relativement vite. Après, c'est vrai que celui-là, il est plutôt simple. Il n'y a pas de pièces, voilà, sur des soutiens-gorge un peu plus compliqués, avec des bonnets découpés, bah, c'est sûr qu'il y a plus de pièces, il y a peut-être des entre-bonnets, et puis les pièces qui sont compliquées aussi à coudre, ça va être avec les axes. Donc je reprends. Oui, donc j'avais cousu une première fois un soutien-gorge avec agrafe, et c'est vrai que là, je n'avais pas été très propre, quoi. Mais bon, faut pratiquer. Honnêtement, le Bohème, c'est un super patron pour commencer à coudre sa lingerie. Moi, je suis très très contente de ce modèle et je le recommande vivement. Sinon, comme il me restait un peu de dentelle, j'ai également cousu un petit tanga assorti. Donc c'est toujours chez Étoffe Malicieuse, c'est le modèle Tralala. J'ai cousu la taille 36, marge de couture incluse. Il est vraiment pas compliqué, il est très joli parce qu'en fait il est conçu de façon à ce qu'on puisse voir le feston de dentelle sur les fesses. Je ne vous montrerai pas à quoi ça ressemble, et je vous suggère d'aller voir du coup sur Instagram. Typiquement pour commencer, une culotte c'est un projet parfait, hein, si vous voulez apprendre à poser correctement des élastiques, etc. C'est top, quoi. Voilà. Alors juste en lingerie, en fait, j'avais déjà cousu un ensemble Bohème que j'aime beaucoup en noir, sauf qu'en fait, je pense que je vais le jeter directement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, mes élastiques ont très très mal vieilli. Donc j'avais fait un stock que j'avais acheté chez Mercerie Extra il y a quelques temps, quand je m'étais dit tiens, je vais me mettre à coudre de la lingerie. Donc j'avais acheté pas mal d'élastiques un peu en avance, et en fait dans le lot il y avait un élastique à picot noir que j'ai utilisé donc il y a à peu près 2 mois, je pense, pour faire un peu plus, voilà, il y a quelques temps, pour faire un ensemble Bohème. Et en fait, j'ai posé mon élastique, et puis je trouvais que même à la pose, il s'étirait un petit peu. Et en fait, j'ai porté cet ensemble une fois, et je me suis rendu compte que l'élastique, il était complètement cuit. Donc en fait, avant de coudre, un petit conseil, ne faites pas comme moi, tirez sur votre élastique. S'il ne revient pas à sa taille initiale, c'est qu'il y a un problème. Ou si vous tirez et que vous entendez crac crac parce que les fibres cassent, c'est pas normal. Voilà. Donc c'est dommage parce que c'est un très bel ensemble que je ne porterai du coup plus jamais, mais je vais le refaire, c'est pas grave, j'ai racheté de la dentelle. Oui, alors j'ai pas précisé. La dentelle que j'achète, moi, je la prends chez Dentelle de Calais, c'est un site où il y a énormément de dentelles. Et honnêtement, les prix sont vraiment très très intéressants, ça vaut le coup. C'est pas si cher que ça. Donc moi j'ai fait du stock, je vous montrerai peut-être un petit peu au fur et à mesure que je couds des sous-vêtements. Pour les autres fournitures, donc les élastiques, j'en trouve pas mal chez Mercerie Extra. Ils vendent aussi des anneaux réglables, ils vendent des bretelles de soutien-gorge, des kits bretelles, ils vendent tout un tas de choses pour réaliser votre lingerie. Et puis même si vous avez envie de vous lancer, d'essayer, il y a certaines boutiques en ligne qui proposent des kits. Donc je sais que Étoffe Malicieuse vend des kits où elle vous propose tous les tissus, c'est-à-dire la dentelle ou les autres tissus si vous préférez, tous les tissus techniques, parce que pour des soutiens-gorge avec... Bon, désolée, ma caméra me fait une petite surchauffe, donc voilà. Donc je termine juste avec la lingerie. Donc on trouve pas mal de kits maintenant avec toutes les fournitures. On trouve aussi des sites qui vendent tout un tas d'accessoires. Donc si vous avez envie de vous lancer, voilà, je ne peux que vous inviter à le faire, parce qu'on apprend vraiment pas mal de choses en couture avec la lingerie. Et moi honnêtement, je pense qu'il faut que je me remette un petit coup de pied aux fesses pour essayer de me recoudre un soutien-gorge pas triangle comme ça. Après j'ai un peu de mal moi à trouver un patron qui me corresponde, parce que ayant une petite poitrine, moi j'aime les soutiens-gorge avec bonnet mais un peu push-up, et en fait j'en trouve pas. Alors chez Étoffe Malicieuse, j'ai testé un patron qui est le bijou, qui était pas mal, que je trouve un peu couvrant. En fait, moi ce que je reproche un peu aux patrons de lingerie, patrons de couture lingerie, c'est que soit ils sont adaptés pour des poitrines un peu plus fortes que la mienne,
Et à ce moment-là, eh ben, ils sont un peu trop couvrants, pas adaptés. Enfin, je trouve que les patrons avec bonnet ne sont pas adaptés aux petites poitrines. Et les seuls patrons qui sont proposés vraiment petites poitrines, c'est des patrons triangles ou sans armature. Et du coup, j'arrive pas à trouver le bon compromis entre les deux. Mais je ne désespère pas de trouver le patron de soutien-gorge parfait un jour. Voilà, donc si vous en connaissez un, ça m'intéresse. Donc je vais terminer, du coup j'ai terminé pour la partie couture, donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées, d'ailleurs c'est génial, il y a plein de questions super intéressantes. Donc je vais répondre aux questions couture dans cette partie-là, puis aux questions tricot dans l'autre partie. Il y a déjà Pauline qui me demande, est-ce que tes filles seront là pour faire les relous? Bah oui, c'est mercredi. Eh ben non, parce que j'ai fait la mère pas sympa et je les ai laissées au centre de loisirs. Mais bon, promis, j'irai les chercher plus tôt. Quelle technique tricot et couture aimerais-tu faire et que tu n'as encore jamais osé? Et ben en fait, je pense qu'il n'y a rien qui me fait vraiment peur. Moi, j'aime bien essayer des nouvelles choses, donc typiquement la lingerie. Après, c'est plus des fois de la procrastination où je me dis, bah tiens, non, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Mais une fois que en fait, au contraire, j'aime apprendre des choses un petit peu difficiles et aujourd'hui, je commence à avoir vu pas mal de choses, même si j'ai encore des tas de trucs à apprendre. Alors peut-être du patronage, apprendre à faire du patronage pour me coudre mes vêtements moi-même sur mesure. Enfin voilà. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment. J'aime bien aussi acheter des patrons. Voilà, donc en fait, il n'y a rien qui me fait peur, donc au contraire, je peux peut-être pas dire qu'il y a quelque chose que j'ai encore jamais osé. Je cherche éventuellement des techniques que j'aurais jamais faites, mais globalement, je pense que j'ai déjà vu pas mal de choses, même si je ne me considère pas du tout comme une experte en couture. Du coup, ça répond aussi, c'est un peu le même genre de question. Le projet couture sur lequel tu n'oses te lancer, eh ben, je pense qu'il n'y a rien de... J'ai déjà fait des vestes, j'ai déjà fait des pantalons, j'ai fait de la lingerie, j'ai même fait une paire d'espadrilles. Après, si... peut-être coudre le cuir, du vrai cuir, j'aimerais beaucoup... Plus de batterie. Désolée pour l'interruption, après j'avais plus de batterie apparemment. Bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, j'étais en train de parler du coup des techniques dans lesquelles je n'osais pas trop me lancer, donc il n'y a rien qui me fait particulièrement peur. Après, je pense que j'ai quand même encore besoin de progresser pour être beaucoup plus propre, technique dans mes réalisations, je pense. Éventuellement la couture du cuir, voilà, ça peut être quelque chose que j'aurais envie de faire pour des accessoires, pour me coudre un sac ou pourquoi pas un jour une veste en cuir. Voilà, c'est des choses un petit peu, à dire un petit peu high level pour moi pour l'instant. Voilà. Alors, est-ce que tu couds par petits moments ou de longues journées d'un coup? Moi, je suis plutôt couture sur de longs moments. Alors, ça va répondre à une autre question qui me dit comment organises-tu ton temps couture? Donc, est-ce que tous les jours ou le soir, uniquement le week-end? Comment te réserves-tu des moments couture dans ta vie? Parce que tu bosses et tu es maman. Voilà, il y a pas mal de questions qui tournent autour de ça, donc c'est très intéressant, je vous remercie. Comment organises-tu tes sessions couture? Donc comment je fais? Moi je couds essentiellement le week-end, parce que c'est là où j'ai du temps. J'aime bien en fait pouvoir coudre souvent une pièce d'affilée. Voilà. Mais moi l'idéal c'est que je me mets devant ma machine et je m'en vais quand le vêtement est fini de coudre, ou le projet est fini de coudre. Dans la réalité ça n'arrive pas tout le temps. Je ne fais jamais de couture le soir en semaine parce que j'ai pas le temps, je rentre un peu tard et puis j'ai pas la tête à ça. Nous, même si on arrive à s'organiser pour manger relativement tôt, moi quand j'ai fini à 8h et que je me pose, parce qu'on mange à 7h avec les enfants, le soir à 8h, j'ai pas envie de me mettre derrière ma machine à coudre. Alors je peux éventuellement, si j'ai vraiment un projet particulier, dire allez, je décalque un patron ou je découpe du tissu, mais c'est très rare. Je vais plutôt tricoter ou lire ou faire autre chose. Donc la couture pour moi c'est essentiellement le week-end. Alors j'ai la chance d'être quelqu'un qui dort pas beaucoup. La chance ou pas la chance, je sais pas. Moi je peux me coucher tard, me lever le week-end. Moi naturellement je me lève entre 7h et 7h30, ça me dérange pas, j'ai eu mon quota de sommeil donc je me lève. Ce qui fait que moi à 7h30 j'ai quand même une longue journée devant moi, donc je vaque à mes occupations normales chez moi, je vais préparer à manger, des choses comme ça. Pas à 7h, il est un peu tôt, mais
Mais ce qui fait que souvent quand je me mets le week-end derrière ma machine à coudre, il est parfois 9h. Donc de 9h à midi et demi, 1h, quand on mange, j'ai largement le temps de faire des choses, quoi. Surtout que souvent, je couds des patrons qui sont plutôt simples, connus. Donc ça, c'est aussi c'est un des points qui fait que je pense que je suis efficace. C'est que souvent, j'ai tendance à recoudre plusieurs fois le même patron. Donc c'est un patron que je connais, je sais comment il s'assemble, donc j'ai pas besoin de prendre du temps à lire les explications, ça peut aller assez vite. Moi, un t-shirt plantain, j'en ai pas pour longtemps à le coudre, parce que pour moi, c'est simple. Donc souvent, comment ça se passe? Le week-end, donc on va dire je me mets à coudre vers 9h, donc je vais poser mon tissu, je vais poser mes pièces patron d'un modèle que j'ai déjà à l'avance, je vais découper, ça va me prendre 1h, et après je me mets à coudre. Ce qui fait qu'en général, entre le temps du matin et puis le temps de l'après-midi, j'ai eu le temps de réaliser mon projet couture. Alors je ne fais pas de la couture toute la journée parce qu'on a aussi des activités à côté avec les enfants. On essaye de sortir, au moins se faire une balade tous les week-ends. Donc on va sortir par exemple le samedi après-midi, on va se faire une balade 2 heures, mais quand je rentre à la maison à 5h, j'ai encore 1 heure ou 2 pour coudre. Voilà, donc je vais pas me passer tout mon temps à coudre, mais n'empêche que j'arrive quand même à me dégager des créneaux parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui comprend que j'ai besoin de ce temps-là pour moi, parce que mes filles aussi, elles sont un peu plus grandes, elles ont 8 et 10 ans, donc elles savent très bien se débrouiller, et puis elles se sont découvert une passion pour la lecture, donc ça c'est génial, parce que elles se mettent dans un coin, elles bouquinent, et puis on les entend plus, donc ça c'est top, c'est parfait, quoi. Puis elles ont quand même peu de différence d'âge, elles ont 20 mois d'écart, donc elles jouent beaucoup ensemble, quoi. Elles ne se disputent pas. Mais globalement, voilà, j'arrive à me dégager du temps pour moi le week-end. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir une femme de ménage, ce qui fait que j'ai déjà au moins 3 heures dégagées pour moi le week-end, quoi. J'avoue, c'est un luxe, mais je suis contente de ne pas avoir à faire mon ménage le week-end et de consacrer ce temps-là à la couture, voilà, parce que je peux me le permettre et que j'en suis ravie. Après, au niveau de l'organisation de mes sessions de couture, on va dire que le plus souvent, je sais exactement ce que je veux coudre le week-end. Donc j'ai déjà préparé, j'ai déjà mon tissu, j'ai déjà le patron. Donc souvent un soir dans la semaine, ça va me prendre un quart d'heure, je vais préparer mes pièces. Et après je me lance dans la couture. Donc ce qui fait que je suis efficace parce que comme j'ai déjà un patron qui est décalqué, j'ai plus qu'à poser les pièces, à couper, ça va relativement vite. Ça peut arriver aussi sur certaines sessions couture que je dise, par exemple ce week-end je prépare plein de projets d'avance. Donc c'est-à-dire je vais faire du décalcage, de la découpe de tissu, et comme ça pour la fois d'après, j'ai toute une pile de patrons qui est juste prêt à coudre. Parce que moi je déteste la partie où il faut décalquer, ou scotcher les pièces patrons, ou etc. Ça j'aime pas trop, mais après la partie couture, même couper le tissu, ça me déplaît pas. Donc soit j'ai un patron qui est déjà dans ma bibliothèque, les pièces sont prêtes et je le couds dans le week-end ou dans la journée, soit c'est un patron que je n'ai pas préparé, donc souvent dans ce cas-là je prépare plusieurs patrons d'avance parce que je sais que j'y passe du temps, puis une fois que j'ai sorti mon papier calque, etc., j'essaye d'avancer. J'ai essayé les deux méthodes, c'est pas mal non plus de faire ce qu'on appelle le batch sewing, là, donc ce fait de se dire, tiens, aujourd'hui je ne fais que du décalcage de patron, que de la découpe de tissu. Donc souvent j'arrive à faire ça si je me prends une journée, comme aujourd'hui, ou si sur un week-end, voilà, j'ai pas de projet particulier que j'ai envie de coudre, je vais faire ça, c'est-à-dire préparer à l'avance un ou deux patrons. Après au niveau organisation, voilà, souvent je couds surtout le samedi ou le dimanche, j'évite de coudre les 2 jours pour préserver aussi un peu du temps en famille, puis faire d'autres choses. Moi j'aime beaucoup faire de la pâtisserie, donc si je couds le samedi, le dimanche je vais faire des gâteaux avec les filles, etc. Ou on va se promener, faire une activité, voilà. Après s'il fait vraiment un temps pourri, puis que les enfants s'amusent tout seuls, ou qu'elles regardent du sport à la télé avec leur père, parce qu'elles adorent faire ça, moi j'ai aussi du temps pour coudre. Et puis voilà, moi j'ai mon mari qui a la chance de comprendre que j'ai besoin de ce temps-là, et puis qui fait lui la cuisine, qui aime ça, donc on arrive à trouver des compromis. Voilà. Sinon, en autre question, couture. Alors, patron coup de cœur du moment. Eh ben, j'en ai pas particulièrement en ce moment.
j'aime en fait avoir des patrons, ce que j'appelle des valeurs sûres, c'est-à-dire un patron où je sais que c'est une forme que je vais porter régulièrement, ou un patron que j'ai déjà... j'aime réutiliser régulièrement des patrons dans lesquels je me sens bien et que j'arrive à décliner. Donc typiquement la chemise azur, c'est un bon exemple, c'est une chemise que j'aime beaucoup. Je peux la coudre en version noire unie, je peux en faire une robe, ou je peux faire une chemise à carreaux. Voilà, j'aime bien réutiliser les patrons parce que je sais comment ils tombent, je sais comment ils se cousent, les pièces sont prêtes, donc comme je suis une feignasse pour décalquer, ça m'aide beaucoup. Donc je peux pas dire que j'ai eu des coups de cœur récemment sur des patrons couture, mais voilà, j'ai des patrons chouchous. D'ailleurs, c'est une des autres questions, c'est quels sont tes patrons préférés? Ça, je pense que je ferai un épisode spécial. Je ferai un épisode spécial parce que je pense que ça vaut le coup que je vous fasse un retour sur les patrons que j'ai réalisés. Donc pour vous présenter un peu un patron ou deux par catégorie, genre les robes, les jupes, etc. Je ferai un épisode spécial et puis je ferai aussi un retour sur comment ils ont vieilli, etc. Je pense que ça peut être... Dites-moi si ça vous intéresse, mais je le verrai bien sous ce format-là. Alors... du coup, comme je croise avec les questions couture et tricot, c'est un peu compliqué. Alors, au bout de toutes ces années, arrives-tu encore à prendre du plaisir à coudre et à te challenger? Eh ben oui. En fait, moi, j'ai deux façons de coudre. C'est soit j'ai envie de coudre pour me vider la tête, puis pour avoir un projet rapidement, parce que voilà, j'ai 3 heures de couture devant moi, donc à ce moment-là, je vais faire un projet facile que je maîtrise, c'est plus pour le besoin du vêtement. Donc typiquement, bah tiens, j'ai besoin d'un t-shirt, je me couds un t-shirt, j'ai besoin d'une petite robe, je me couds une robe. Voilà, ça c'est les côtés, on va dire, couture plaisir pour avoir un projet fini rapidement, ou couture utile. Mais j'aime bien aussi avoir des projets un peu plus techniques, où je sais que je vais y passer plus de temps, probablement que je ne le terminerai pas dans la journée ou dans le week-end, mais où je me suis fait plaisir sur les détails. Et ça m'est arrivé récemment, quand j'ai cousu la Toasty Jacket, là, mon ciré jaune. J'ai pris le temps, alors je sais plus si j'étais en vacances ou pas, mais je sais que j'y ai passé du temps, mais j'ai soigné les détails. J'ai aimé en fait avoir toutes ces étapes-là, et j'ai aimé la réalisation technique, plus que le projet fini, même si j'adore le projet fini, mais voilà, j'aime en fait pouvoir coupler ces deux façons de coudre. Et avoir un résultat rapide, parce que la couture, ça permet aussi des fois de se faire un projet rapidement, mais aussi des fois prendre plus de temps pour des projets un petit peu plus compliqués. Donc oui, j'arrive encore à me challenger, et j'espère que je vais continuer à le faire. Est-ce que tu attends une collection de tissus en particulier pour tes cousettes de printemps? Je pense que c'est une question déguisée sur les tissus Atelier Brunette que j'adore. Oui et non. Oui, j'aime beaucoup la collection Atelier Brunette, j'attends de voir un peu ce qu'ils vont sortir pour le printemps. Et non, parce que en fait, je me rends compte que j'ai quand même déjà pas mal de tissus, pas mal de pièces dans mon dressing, et je sais pas si je vais vraiment encore racheter des tissus. Enfin, je dis toujours ça, puis je continue à en acheter, mais je peux pas dire que je les attends avec impatience, mais je pense que oui, j'aurai probablement encore des coups de cœur. Où as-tu appris à coudre ainsi? Eh bien, en fait, je pense que je suis une autodidacte. Alors, la couture, en fait, j'ai quand même été... j'ai la chance d'avoir une maman qui coud, donc qui m'a appris à utiliser une machine, enfiler une canette, faire des points, etc., qui m'a aidé à me mettre devant la machine. Après, pour toutes les techniques, honnêtement, j'ai appris toute seule, c'est-à-dire j'ai acheté des patrons, j'ai suivi les instructions des patrons. Moi, j'ai commencé à coudre avec du burda. Donc burda, pour se former, c'est bien, hein. Voilà, faut faire ses armes. Donc ça m'a obligée à aller faire des recherches sur internet. Quand il faut faire, je sais pas, bon, un ourlet c'est pas très compliqué, mais voilà, j'ai progressé petit à petit, et j'ai jamais eu peur de me mettre des défis. C'est-à-dire, j'ai commencé par me coudre, je sais pas, des petits sacs, des trousses, etc. Donc des trousses, on pose tout de suite une fermeture éclair. Après, j'ai eu envie de me coudre des vêtements, donc j'ai cousu beaucoup avec des livres japonais. Ça, c'était très à la mode il y a une dizaine d'années, là, les coutures japonaises. Après, là, j'ai pas appris grand-chose techniquement, parce qu'il y a surtout des schémas, etc. Bon, c'est des modèles assez simples, mais
Les burdas, j'ai pas mal appris et en fait j'ai jamais eu peur de me lancer rapidement des défis. Je pense que très rapidement quand j'ai cousu mes vêtements, bah, j'ai cousu des chemises, voilà, j'ai cousu des choses dont j'avais besoin, que j'avais envie de porter. Donc je me suis jamais dit, eh ben, moi j'ai pas le niveau suffisant pour me coudre une chemise. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'une chemise, je couds une chemise, quoi. Enfin, donc petit à petit, et à force de pratiquer, c'est comme ça que j'ai appris. Et ouais, clairement, je suis complètement autodidacte, j'ai jamais pris un seul cours de couture. Je pense que ça me manque sur certains points, parce que je vois bien qu'aujourd'hui, je regarde des choses que j'ai faites il y a quelques temps, et quand je vois des poches passepoilées ou des choses comme ça, bon, c'était pas génial hein, ce que je faisais à l'époque, mais bon, je suis contente aussi de voir que j'ai eu une progression, et puis je pense que maintenant j'ai aussi envie d'être plus soigneuse sur des pièces techniques. Peut-être que ça m'aurait servi pour ça, de prendre des cours, pour vraiment faire bien les choses du premier coup et pas bidouiller, mais voilà, globalement, j'ai appris toute seule. Et les patrons indépendants sont très très bien pour apprendre avec des tutos. Je recommande du Direndo, du Atelier Scamit, c'est super. Et pour débuter, franchement, commencer par coup du MLM patron ou des bobines pattern, c'est génial. Hein. Comme premier patron, c'est top. Et puis petit à petit, vous progressez, vous rajoutez des pattes de boutonnage, vous rajoutez plein de trucs. Enfin voilà, puis il faut pas avoir peur. Faut essayer. On trouve des tissus pas chers pour faire des toiles. Faites-vous plaisir, quoi. Et n'ayez pas peur de vous lancer. Alors, toujours en couture, je continue. Alors, quel est ton endroit fétiche pour dénicher des tissus? Et bien en fait, ça dépend des tissus. Pour des tissus, on va dire mailles ou des tissus basiques, récemment j'ai acheté chez Dressenstoffen et j'en suis très contente, ou chez Mickey, je trouve que c'est très bien, donc ce sont des sites de vente en ligne. Je vous ferai peut-être une petite présentation des derniers tissus que j'ai achetés là chez Dressenstoffen. En fait, je trouve qu'ils ont des tissus qui sont de qualité, qui sont pas chers. Donc là, j'ai acheté du jersey. Donc il y a deux qualités. Donc le jersey viscose, il est à 5 € le mètre et il y a de très très belles couleurs. Et j'ai acheté également du jersey de coton qui est à 6,50 € le mètre et qui est vraiment pas mal, un peu épais. Donc c'est celui dont j'ai... D'ailleurs, je l'ai enfilé du coup parce que j'avais un peu froid. Que j'ai utilisé pour faire le body de Marie. Après, pour les tissus un petit peu plus fantaisie, bah, j'aime bien les collections Atelier Brunette, donc j'achète soit directement sur le site, soit sur d'autres sites. J'achète pas mal chez ma petite mercerie parce qu'ils ont énormément de choix, et j'aime aussi beaucoup le site de chez Cousette. Après, pour les choix de boutique, en fait, ça va dépendre un peu en fonction de ce que je cherche. Par exemple, récemment, je cherchais un tissu bien particulier. Je voulais une flanelle à carreaux pour me faire une chemise. Donc là, j'ai commandé chez Pretty Mercerie parce qu'il n'y a que là que je trouvais ce tissu. Mais globalement, sinon, c'est plutôt mes boutiques standards. Ça va être ma petite mercerie, Mickey et Dressenstoffen. Et sinon, vraiment, le top du top, enfin, top du top. Pour les grenobloises ou celles qui ont la chance d'être dans la région grenobloise, il y a la boutique Indigotex. Donc en fait, c'est un grossiste qui est installé à Domaine et qui faisait les marchés avant, qu'il ne les fait plus, et qui est en fait un entrepôt où il a des tonnes et des tonnes et des tonnes de rouleaux. Donc il faut prendre son temps pour y aller, il faut prévoir un après-midi. Donc c'est pour ça que je n'y vais quasiment plus, parce que souvent le week-end, moi je reste vers chez moi. J'habite pas complètement à côté. Je prenne un après-midi pour y aller, mais par contre là-bas, voilà, faut pas y aller avec une idée en tête, parce que vous n'allez pas trouver votre flanelle à carreaux pour faire une chemise, mais voilà, si vous voulez du jersey, des choses comme ça vaut vraiment le coup, parce que du coup c'est des prix marché, enfin les prix que vous trouverez au marché, et c'est vraiment pas mal. Voilà pour mes boutiques de tissus préférées. Et sinon, Mondial Tissu, voilà, j'y vais plus parce qu'avec le Covid et compagnie, c'est compliqué là, prix de saut, mais... Sinon, j'aimais bien aussi acheter chez Mondial Tissu. Bah voilà pour la partie couture. Donc je vais faire une pause parce que sinon mon appareil va chauffer ou couper, et je vais enchaîner avec la partie tricot. Allez, c'est parti pour la partie tricot. Donc du coup, j'ai enfilé ce que je voulais vous montrer. J'ai un seul projet fini aujourd'hui, c'est le pull So Faded de Andrea Mori, que j'ai réalisé en version unie, donc que j'ai appelé No Faded sur Ravelry, très original. En fait, le pourquoi du comment de ce pull, j'essaye d'utiliser les laines que j'ai dans mon stock, parce que j'en ai quand même pas mal, et puis voilà,
ça me fait plaisir aussi d'utiliser des laines que j'ai depuis longtemps. Donc ce sont des écheveaux en fait de chez Vilaine. C'est la base MCN Fingering. Donc MCN c'est pour mérino, nylon, cachemire. 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Donc ce sont des écheveaux coloris, crêpe Suzette. Donc je vous montre l'étiquette. Donc ces écheveaux, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont dans mon stock. Honnêtement, je dirais, ça fait bien peut-être 4 ou 5 ans. Je sais plus, il faudrait que je vérifie. En fait, ils datent du moment où j'avais pris un club Vilaine, un club trimestriel. C'était une des nouvelles couleurs qu'elle sortait à ce moment-là et j'avais pris 3 écheveaux, enfin je sais plus. Voilà, j'aime beaucoup, ils ont une couleur caramel jaune. Et en fait, je les avais depuis un moment, mais j'avais pas trouvé le projet pour les mettre en valeur. Et puis après, entre-temps, il y a plein d'autres projets qui sont sortis, qui sont passés devant, mais voilà. Et puis en fait, j'ai eu l'inspiration il y a quelques temps en me disant que j'avais envie d'un pull basique, moutarde, jaune, mais vraiment un pull très très simple. Et donc, j'ai opté pour le patron de Andrea Mori parce que je voulais un pull raglant. En fait, le pull vraiment qui me plaisait, c'était le modèle Montmanet. Je crois que c'est Liz Taylor qui en avait réalisé un d'ailleurs en jaune plus moutarde. Et j'avais vraiment flashé sur ce modèle. Après, voilà, je voulais pas forcément racheter un patron et j'ai regardé un peu ce que j'avais en stock. Et au début, j'étais partie pour réaliser un pull de Nadia Crétin-Lechen qui est le modèle That Time of Year que j'avais dans ma patron tech. En fait, ce pull, il a un... J'aimais beaucoup, mais il a une petite bande de jacquard à l'encolure. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, moi je le fais sans la bande de jacquard. Donc j'avais commencé à tricoter. Et sauf qu'en fait, du fait qu'il y ait cette bande de jacquard dans la construction, on fait les rangs raccourcis après la bande de jacquard. Et ce qui fait que, en fait, comme moi j'avais pas cette bande, on voyait une bande unie où il n'y avait rien, puis tout d'un coup on voyait mes rangs raccourcis, et en fait ça me plaisait pas du tout, je trouvais que c'était pas joli. Donc j'ai choisi un autre patron de ma bibliothèque, enfin de ma patron tech, et j'ai pris le patron du Sauf et Edith de Andrea Mori. Donc il avait tous les petits codes qui me plaisaient, moi je voulais une encolure raglant, je voulais assez basique, à peu près du corps, voilà. Donc le Sauf et Edith, je l'ai tricoté dans la taille 34 pouces pour mon 86 cm, ça tombe plutôt pas mal, il est quand même ajusté. Et moi j'ai choisi de le porter du côté jersey en vert, parce que c'est vraiment ce que je voulais pour cette laine qui est quand même un peu variée. J'aimais le fait, voilà, je trouvais qu'elle était quand même moins chamarrée que sur le côté endroit. Voilà, j'ai conservé le haut des épaules en point mousse, ça apporte un peu de texture, mais c'est vrai qu'avec le jersey en vert, du coup on le voit moins. Il est possible que si je le refais un jour, je ne garderai pas, ça, quoi. Voilà. Après, il y a un petit truc qui me dérange sur l'encolure, c'est que je trouve qu'elle tire quand même, enfin on voit que les mailles remontent. Et en fait, je m'en étais rendu compte en regardant des projets Ravelry, où on voit ceux qui l'ont réalisé vraiment en version rayure, et où on voit que les couleurs, elles remontent comme ça. Donc je trouve que l'encolure elle est quand même proche du cou, moi ça me dérange pas, mais elle a quand même tendance à tirer vers le haut. C'est un petit défaut que je trouve sur ce pull. Sinon voilà, j'aime beaucoup, je ne l'ai encore pas porté parce que je voulais le montrer pour le podcast, mais je pense que c'est une couleur qui est sympa, qui change. En fait, moi j'avais besoin d'un pull un peu simple, mais des fois j'en ai marre aussi de porter du noir ou du gris ou etc. Ou du bleu marine, j'ai envie aussi d'égayer des fois une tenue avec un pull un peu plus coloré. J'ai pas utilisé mes 3 écheveaux de mérino de MCN. Alors c'est une base que j'aime beaucoup, après il faudra que je regarde comment elle vieillisse, où elle vieillit, parce que je me méfie un peu du cachemire. Cachemire ça bouloche. Et j'avais un écheveau qui était un peu plus clair, donc j'ai alterné. Donc j'ai alterné là sur le corps, et vraiment j'ai alterné tous les rangs, parce que j'avais pas envie qu'on voit les... D'ailleurs je cherche... Non, c'est plutôt discret, je l'ai fait sur le côté, ça se voit un peu quand même. Voilà, on voit que ça tire là sur la couture, et on ne voit pas du tout de l'autre côté. Voilà, je pense que j'avais rien d'autre à rajouter sur ce pull. Je regarde ma page Ravelry. Je pense que j'avais pas mis de commentaires particuliers.
Donc très contente d'avoir utilisé mes écheveaux, j'ai encore un petit reste, on verra ce que ça donne. Et sinon, j'ai un demi-projet, puisque j'ai fait une chaussette et il m'en manque encore une. Bon bref, celle-là j'ai dû la tricoter en 1 jour et demi, et puis l'autre ça fait 3 semaines que je suis dessus, mais c'est pas grave, j'y arriverai. Donc juste pour vous dire ce que je suis en train de tricoter, donc c'est une paire de chaussettes toutes simples, donc ce sont sur une base de vanille à soc. Je les tricote de la pointe vers la cheville, et j'ai fait un talon après coup. Et la laine que j'utilise là, c'est toujours du bruit des aiguilles. Donc j'avais acheté un écheveau de 50 grammes, et le coloris c'est Distorsion. Voilà, donc il y a des très jolies rayures vert, gris et rose. Et j'avais acheté un mini assorti en vert émeraude. Et en fait le vert, il n'est pas tout à fait de la même couleur, vous allez voir. Parce que là, j'ai le vert émeraude de mon mini, et puis là il y a le vert émeraude de la chaussette, mais bon, c'est pas dramatique, hein. Voilà, donc ça c'est pour mon premier projet en cours, qu'il faudrait que je termine, ça serait bien. Et mon deuxième projet en cours, c'est un projet quasiment terminé. Donc c'est un pull, c'est le modèle Painting de Catherine Schneider. C'est la créatrice du cardigan Winterfell, c'est celui qu'on a beaucoup vu là, qui a des diagonales, que j'avais réalisé moi en rouge. Alors, voilà où j'en suis. Donc il me reste quelques centimètres avant de tricoter la bande de côte du bas. Donc comme on peut le voir, j'ai quand même plutôt bien avancé. Pour les laines, j'utilise la marque Feliz y Punto, que j'avais acheté à l'anniversaire de l'année tricot. J'ai un doute, je crois que oui, mais c'est ça, ça doit être Feliz y Punto. Donc c'est... alors, j'ai pas l'habitude, moi, souvent j'évite de prendre des laines à speckles. C'est dommage que j'arrive, je sais pas si vous allez voir, mais j'aime tellement ce coloris. Je le trouve sublime. Voilà, gris avec plein de petites taches de rouille, de gris foncé, j'adore, j'adore. Voilà. Donc moi, naturellement, j'évite d'acheter des laines à speckles parce que c'est un peu particulier à porter, c'est quand même très typé, très marqué. Mais là, quand j'ai vu les écheveaux chez Anna, j'ai vraiment eu un coup de cœur, je trouvais que la couleur était magnifique. Et du coup, j'ai pris 3 écheveaux en me disant que j'allais faire un pull. Et je savais que je voulais faire un pull tout simple, donc là je venais de tricoter le Sophédite, donc je voulais pas en refaire un. Et j'avais repéré quand même aussi depuis un moment le pull de Catherine Schneider, donc le Painted. Le Painted qui était un pull justement avec de la laine à speckles de chez La Bien-Aimée, donc je trouvais que c'était le projet parfait. Voilà, donc c'est un pull qui est quand même relativement simple. Voilà, il a une encolure assez dégagée, un peu bateau, donc là ça roulotte, je pense que ça partira au blocage avec des côtes torse. Voilà. Et donc pour cette fois, j'ai décidé de changer un peu. J'ai monté le corps, séparé les manches du corps, et je suis allée jusqu'au bout de mon écheveau qui était à peu près par là, je pense. Voilà, j'ai dû arriver à peu près par là au bout de mon premier écheveau, et puis j'ai décidé de tricoter les manches avant, pour changer un peu. Alors au début j'ai essayé de tricoter les deux en même temps, ça m'a vite saoulée de devoir gérer les deux pelotes. Donc j'ai laissé tomber et j'ai tricoté une manche après l'autre, et honnêtement je préfère faire comme ça parce que je trouve que finalement je tricote une manche avec des petites aiguilles circulaires, moi avec des 30 cm, et ça va très très vite. Je préfère faire ça plutôt que de faire les deux manches en même temps au Magic Loop. Donc j'ai fait mes deux manches. Et ensuite j'ai repris le corps, voilà. Et après là je regrette un peu, je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu quand je l'ai essayé hier soir. Quand j'ai attaqué mon deuxième écheveau, je le trouve un petit peu plus marbré, là ça fait ce qu'on appelle du pooling. Donc je trouve que du coup sur ce deuxième écheveau, il y a plus de traces foncées qui ont tendance à faire ces zébrures là, donc c'est aléatoire, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, donc bon, je ne vais pas en parler plus parce que j'en parlerai sûrement dans le prochain épisode quand il sera terminé, mais voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et je n'ai pas d'autres en cours, j'ai pas encore fait d'achat de laine, enfin si, je peux vous montrer les derniers achats que j'ai fait, bon ça date déjà un petit peu, mais j'avais refait un stock de laine à chaussettes. En fait, quand j'avais commandé là pour les filles, pour Guillaume, j'avais profité de comment faire un petit stock. Là en ce moment j'ai une passion de chaussettes,
J'avais commandé de la biscotte chez Cheval Blanc, donc j'ai commandé là plusieurs coloris, donc ça c'était arc-en-ciel, ça c'est pour ma petite deuxième Laura, ça c'est pastèque, enfin watermelon c'est pour moi, et j'ai commandé aussi ce coloris là qui sera soit pour moi soit pour Guillaume, mais plutôt pour moi parce qu'il a toujours pas porté sa première paire de chaussettes. Voilà, celui-là le coloris c'est Philadelphia. C'est deux bases différentes si je me rappelle bien, parce qu'en fait entre les deux il me semble que le pourcentage de nylon a changé. Oui, donc ça c'est la Bis-Soc et ça c'est aussi de la Bis-Soc, mais ça doit être il y a l'ancienne version. Alors je sais plus laquelle est l'ancienne ou la nouvelle, j'ai un doute. En tout cas je sais que dans ces lots là il y a 85% de laine et 15% de nylon, et ici il y a 75% de mérino et 25% de nylon. Et je pense que c'est celle-là qui était en promo, donc ça doit être cette qualité-là qu'ils arrêtent et il y a celle-là qui continue, mais j'ai quand même un gros doute, je vérifie sur le site de Cheval Blanc. J'avais aussi acheté chez Cheval Blanc toujours de la laine unie, donc j'avais pris ça pour faire les contrastants. Donc ça c'est la base balade, c'est leur fil à chaussettes. Donc j'ai acheté du gris anthracite, j'ai acheté du kaki pour me faire une paire de chaussettes unies. Donc j'ai toujours envie de tester des Vanilla Socks mais avec un talon un peu différent. Et j'ai aussi pris ça, toujours dans la qualité balade. Je vais me faire des chaussettes texturées. Donc ça c'est un modèle que j'ai repéré, il faudrait que je vous montre. Voilà. Je pense que je vous l'avais dit la dernière fois, mais je vais essayer de continuer à alterner à un gros projet type pull ou gilet avec des chaussettes. Voilà, j'aime bien les chaussettes, c'est un petit projet nomade. Je les ai mis dans mon sac pour aller au boulot et j'ai toujours pas eu le courage, enfin l'audace de les sortir. Voilà, mais je pense qu'un jour ça finira comme ça. Voilà. C'est un peu rapide en tricot, mais du coup j'avais quand même présenté pas mal de choses la dernière fois, mais entre temps j'ai pas beaucoup, enfin là j'ai presque quand même 2 pulls finis, ce qui est pas mal. Sinon en projet je sais pas trop, je pense que j'aurais besoin d'un gilet loose, un cardigan loose pour aller avec mes robes. J'hésite encore sur la laine, j'ai repéré 2-3 trucs, mais on va peut-être en reparler. Des chaussettes et puis ensuite continuer à regarder un petit peu dans mon stock ce que je pourrais sortir. Bon après j'ai quand même pas mal de pulls à me mettre, donc il n'y a pas non plus d'urgence, et puis j'ai moins envie de me mettre la pression, que ce soit en couture ou en tricot en ce moment, j'ai besoin de me reposer la tête, donc je fais quand j'ai envie. Bref. Je vais répondre aux questions tricot maintenant. Alors comment choisis-tu tes modèles de tricot? Eh bien de deux façons. Soit j'ai un coup de cœur pour un modèle, ou alors j'ai besoin d'un modèle, par exemple, je sais pas, récemment, ça va répondre du coup à une autre question, j'ai eu un coup de cœur pour le gilet Linotte de Marguenet Design, Marianne. C'est un gilet que je trouve super, donc je l'ai acheté tout de suite parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Il est possible que je le fasse très prochainement, donc je n'ai encore pas décidé dans quelle laine, dans quelle couleur, mais voilà, ça peut être un coup de cœur pour un patron, ou ça peut être un besoin. Typiquement je vais avoir besoin d'un gilet pour mettre avec des robes, donc je vais me choisir le gilet et ensuite j'achète la laine en fonction. Ou alors à l'inverse, j'ai de la laine dans mon stock et je choisis le patron que je veux utiliser pour cette laine. Celui, voilà, si c'est une laine à speckle, quel type de patron avec quel type de patron je peux la mettre en valeur. Si c'est une laine, je sais pas, poilue, enfin voilà, c'est vraiment... J'ai vraiment deux approches, c'est soit je commence par la laine, soit je commence par le patron. Et le patron, ça peut être soit un coup de cœur, soit un besoin vestimentaire. Mais je pense que le plus souvent, c'est... En fait, maintenant, j'ai deux périodes. J'ai eu une période où j'achetais beaucoup de la laine, j'avais des coups de cœur pour de la laine, et du coup, c'est ensuite je cherchais le patron. Maintenant, j'essaye de faire différemment, de faire l'inverse. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un patron, enfin, j'ai besoin d'un projet fini, quelle laine je prends. Donc, en priorité, je vais essayer de prendre une laine de mon stock, mais si je n'ai pas, je vais acheter la laine pour. Quoi. Mais j'essaye de plus en plus de voir de quoi j'ai besoin dans mon redressing, parce que si je vous fais un jour un épisode de mes vêtements, vous verrez que en fait, j'ai largement de quoi m'habiller et que je pourrais arrêter de coudre et tricoter. Hein. Mais on le fera ça, on le fera bientôt. Alors, quelle technique tricot aimerais-tu faire et que tu n'as encore jamais osé? Eh ben c'est pareil qu'en couture, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur.
J'ai déjà fait des torsades, j'ai fait de la dentelle, j'ai fait du stick, puis j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Un des derniers trucs que je n'avais pas fait, c'était les chaussettes. Voilà, j'avais jamais eu la motivation de me lancer. Là, je suis très contente parce que j'apprends des nouvelles techniques. En fait, c'est pas très compliqué les chaussettes, hein. Il suffit de se mettre un petit coup de pied aux fesses. Mais voilà, je pense que j'ai encore 2-3 trucs à apprendre en chaussettes, mais après, il n'y a rien qui... On va dire, rien ne m'a fait peur. Mais même en tricot, j'ai fait 1 ou 2 écharpes pour commencer, puis rapidement j'ai fait des pulls, et puis rapidement j'ai fait des pulls à torsade. Enfin, j'ai quand même fait des trucs assez complexes vite, quoi. Alors j'y ai passé du temps, mais j'étais contente d'apprendre. Ça m'a jamais stressé, quoi. Donc pareil, le projet de tricot et couture sur lequel tu oses te lancer, j'ai répondu. Combien de temps mets-tu à tricoter un pull pour toi? En moyenne, un pull en laine fingering, donc qui se tricote en 3,5, je vais mettre entre 3 semaines et 1 mois. Tout dépend du temps que j'ai à consacrer au tricot, mais on va dire un pull manche longue basique, comme ça, je vais y passer à peu près 3 semaines. Si c'est des aiguilles un peu plus grosses, donc 4,5, bah forcément je vais mettre un peu moins de temps, mais en général j'arrive à me tricoter un pull et demi par mois, on va dire. Patron coup de cœur du moment, bah, j'en ai pas forcément. J'aime beaucoup les patrons de Atelier Émilie, j'en ai pas mal tricoté, mais un peu moins maintenant parce que en fait j'ai besoin de patrons basiques. Ouais, j'ai besoin de basiques, elle en avait quelques-uns qui me plaisaient bien, je vais continuer à en tricoter. Sinon j'aime beaucoup Andrea Mori, il y a 2-3 patrons qui sont bien, enfin voilà, mais je peux pas dire que j'ai un designer fétiche. Enfin, si je devais en choisir un, ça serait sûrement du coup Atelier Émilie. Mes patrons préférés de chaussettes, ben en fait, j'en tricote qu'un seul, hein, on va dire, c'est les Vanilla Socks, que je mélange un petit peu avec un autre patron de Christine Schneider, je crois. Mais j'envisage, je vais le faire d'ailleurs, acheter le livre des techniques de chaussettes là, qui est sorti récemment, parce que je pense que je vais apprendre pas mal de choses, et dedans il y a des modèles qui ont l'air très très bien. Alors, mon temps de tricot en moyenne. Alors, en général, je tricote quand même tous les jours. En semaine, je tricote le soir devant la télé, donc ben, du coup, ça va être entre 3h et... Je sais pas, entre 2h et 3h, des fois 4, hein, si je m'y mets relativement tôt, et que je me couche tard. Donc 4 quand même, non, plutôt entre 2 et 3. Voilà, entre 2 et 3. Et le week-end, bah, c'est pareil, hein, si je me lève tôt, je vais me mettre dans le canapé, je vais regarder une série en attendant que la maisonnée se lève, donc je vais peut-être avoir 1 heure de tricot devant moi, puis je tricote un petit moment comme ça, donc on va dire que mon temps de tricot en semaine, c'est entre 2 et 3 heures par jour, et puis le week-end, bah, du coup, ça va être un peu plus, ça va être 5 heures, quoi. Donc ouais, j'y consacre quand même du temps. La matière de laine que je préfère. Et ben, je tricote beaucoup de laine mérinos. Alors pour une bonne raison, c'est que le mérinos a quand même des qualités thermorégulatrices qui sont intéressantes, c'est-à-dire ben, ça s'adapte à la température du corps. C'est-à-dire en fait on est toujours bien dedans, hein. C'est pour ça qu'ils font des vêtements techniques avec, hein, en montagne. Et puis ça sent pas, ça pue pas. Donc c'est bien, on peut... Enfin moi je n'ai pas de problème de transpiration, mais a priori c'est pas une laine qui fait transpirer et qui sent. Donc oui, le mérino c'est quand même... puis c'est ce qu'on va trouver le plus dans le commerce, hein, en tout cas chez les teinturières indépendantes. Après j'aime bien le mohair, même si je lui trouve des avantages et des inconvénients, j'aime bien le mohair. J'aime bien l'alpaga, j'aime beaucoup l'alpaga, mais j'ai un gros souci avec l'alpaga, c'est que ça peluche. Donc j'ai un petit peu des soucis avec ça, mais oui, globalement on va dire que la base que je tricote le plus, ça va être du mérino. Sinon, alors, quelle est la laine que tu as tricotée qui tient le mieux dans le temps? Et ben, en fait, le problème, c'est que bah, les pulls que je tricote, c'est un peu comme la mode, hein, c'est qu'il y a un moment, il y a des choses que j'aime et puis que j'aime plus, je me lasse. Donc en fait, finalement, des pulls que j'ai tricotés il y a très longtemps et que j'ai conservé, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un, et je le mets quasiment pas. C'est un pull en laine fil d'art, pure laine, que je porte presque pas parce qu'il me gratte, mais en fait, je l'adore, je le trouve trop beau, mais faut que je le refasse. Je pense que les laines qui tiennent le plus, effectivement, ça va être des laines mérino, de teinturière, ben, ça peut être, ou alors de la fil d'art,
Voilà, j'ai trouvé que chez Fildar, par exemple, la qualité lampe soule, elle est super, elle est increvable. Hein. J'ai tricoté des trucs pour les filles qu'elles ont porté, que j'ai lavé en machine, ça tient très bien. Et puis, j'ai pas... Je pense que tout dépend du projet. Hein. C'est si on a envie de se faire avec faire plaisir avec une belle laine, on prend une laine de teinturière, on y met le prix, on achète du mohair, etc. J'aime bien aussi de temps en temps acheter une laine pas trop chère et puis avoir. Moi j'ai des laines, par exemple la Lima de Drops, c'est une laine que je trouve super pour faire des projets. J'ai fait un ou deux gilets, un ou deux pulls en jacquard, j'adore cette base. Je trouve qu'elle vieillit bien. La Gilliatt d'Hererum Natural vieillit très bien aussi. C'est. Voilà, en fait, ouais, globalement, il y a quand même plusieurs bases que j'ai testées, je trouve qu'ils vieillissent bien. Il y a des laines que j'ai qui vieillissent très mal. Alors moi, j'ai des soucis, par exemple, avec les bases à base de... où il y a du cachemire. Mon pull Livia, là, ou Lavia, le pull chauve-souris rose là, que j'ai tricoté il y a pas longtemps, je l'adore, je le mets beaucoup, mais en fait, je pense que c'est le cachemire qu'il y a dedans, mais qui peluche, et je suis toujours en train de le raser. Donc, et pourtant, le pull, je l'ai tricoté il y a 4 mois, donc on ne peut pas dire qu'il est vieux, mais voilà, il faut savoir qu'il y a des fibres qui, malheureusement, vont avoir un effet vieillissement assez rapide. Bon, ça ne m'empêchera pas de continuer à tricoter, et c'est pareil avec l'alpaga, je pense que ça bouloche vite. En fait, si vous voulez un pull... Je pense que si vous voulez un pull qui vieillisse bien, où il n'y a pas de problème de bouloche, etc., faut acheter, je pense, du mérinos, quoi. Donc que ce soit de teinturière ou de chez Drops ou de chez, je sais pas, n'importe quelle marque, voilà, c'est plus la base, le type de fibre, en fait, qui compte plutôt que la durée. Alors, tu avais prévu de faire un bilan des différentes marques de mohair. Oui. Après, je suis un peu embêtée parce que j'ai pas encore assez de recul sur le vieillissement, notamment par rapport aux dernières laines que j'ai commandées, la Knitting for Olive. Après, si c'est juste un retour sur mon avis au niveau du tricot, de l'aspect du pull et de la douceur, j'ai tricoté, on va dire, 3 ou 4 grands types de mohair. Donc il y a le mohair de Drops, qui a le gros avantage de pas être cher, mais qui honnêtement est moins qualitatif que les autres mohairs que j'ai pu tester. Je trouve qu'il peluche et puis qu'il a l'air plus fin, et j'ai aussi entendu des retours comme quoi il avait tendance du coup à se désagréger plus vite. Notamment, je crois que c'est Marie-Amélie qui l'avait utilisé et qui disait bah, du coup au bout de quelques temps, le gilet qu'elle portait beaucoup, il faisait user, quoi. Il faisait user. J'aime beaucoup les mohairs de chez Hobbii, notamment je crois le Super Kid Silk. Je les trouve très très bien, très doux. Je vais couper parce que ça chauffe. Oui, donc je disais, les mohairs de chez Hobbii j'aime beaucoup. Après voilà, ils sont pas donnés, mais on va dire que c'est l'intermédiaire entre le Drops et les mohairs de teinturière. Le Knitting for Olive, je l'ai trouvé très doux aussi, et il faut que je fasse un test à l'aveugle par curiosité, mais je pense qu'il est quand même un peu moins doux que le mohair de chez Hobbii, le Super Kid Silk. Après, il reste quand même très doux. J'attends de voir un peu là sur mes deux pulls loose justement entre celui qui a été tricoté en Hobbii et celui qui a été tricoté en Knitting for Olive, lequel peluche le plus. Pour l'instant, j'ai pas noté que l'un ou l'autre laisse beaucoup plus de poils, enfin pas peluché, mais vraiment les poils. Et sinon, après, bah, les mohairs teinturières. Moi, j'ai beaucoup aimé tricoter celui de The Willis Cane. J'avais tricoté un de chez la Pelote Valagabonde. Et sinon, il y avait aussi celui de chez Laine Amourée que j'avais beaucoup aimé. Voilà, après, c'est clair que c'est pas le même budget, mais voilà, je pense que je ferai un retour sur le vieillissement et puis un détail des différents mohairs à ce moment-là. Mais sinon, voilà, si aujourd'hui je devais vous en conseiller un, je dirais... ben, les Hobbii sont bien. Après, il y a d'autres critères qui rendent en compte, c'est ben, d'où provient la laine. C'est sûr que le Knitting for Olive, il a une étiquette un petit peu plus éco-responsable que le Hobbii. Enfin voilà, mais c'est une question de critères. Après, si c'est le budget, c'est sûr que la Drops, c'est imbattable. Voilà. Et sur les coloris, ben ouais, ceux des teinturières, ils sont magnifiques, quoi. Il y aura plus de choix. Comment vieillissent les pulls en mohair? Ben, en fait, je sais pas trop parce que je me suis rendu compte que des pulls en mohair, j'en ai plein, mais finalement, ça fait pas si longtemps que j'en ai tricoté. Donc, puis comme j'en ai beaucoup, ils tournent. Mais globalement, moi, les miens, ils vieillissent plutôt bien. En fait, les seuls qui m'agacent un peu, c'est ceux que j'ai tricotés en Drops et je trouve qu'ils perdent beaucoup leur poil. Et puis un autre que j'ai tricoté en Hobbii,
mais la première qualité de Hobbii, et qui est blanc, et donc forcément le blanc, ça se voit beaucoup plus. Mais après, globalement, moi je trouve qu'ils vieillissent plutôt bien, mes pulls en mohair. Alors, et ben, je crois que j'ai répondu à toutes les questions tricot. Il y avait surtout des questions de couture en fait. Bon, c'était super sympa, j'ai bien aimé cet exercice, c'est probable que je refasse pareil la prochaine fois. Bon, sinon, ben, je sais pas trop, donc promis, je reviens au mois d'avril. J'aurai peut-être moins de choses à présenter parce que j'essaye de lever un peu le pied sur plein de choses en ce moment. C'est pas possible. Allez, il va être temps d'arrêter parce que l'appareil n'en peut plus. Ouais, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que voilà, j'aurai peut-être un peu moins de contenu à présenter aussi, parce que voilà, j'essaye de lâcher prise, de lever le pied, de moins mettre la pression, surtout pour des loisirs créatifs, parce que je me rends compte que je me mets plein de contraintes et que j'ai pas besoin de ça. Voilà, en vrai, je suis fatiguée, je suis un peu surmenée, donc j'ai besoin de me dégager de tout ça, même si ça reste un plaisir. Voilà, je veux que ça reste un plaisir, que ça me fasse du bien et pas que ça me mette la pression ou des contraintes. Voilà, mais ça m'empêchera pas de continuer à coudre ou à tricoter. Ne vous inquiétez pas, je n'arrêterai pas parce que j'en ai besoin, ça me détend énormément. Voilà, en contrepartie, bah, du coup, j'ai repris la lecture et pour ne faire du rien. Voilà, et je lis et je ne fais que ça et ça me fait beaucoup de bien aussi. Donc si ça vous intéresse, bah, je pourrais rajouter de temps en temps des petits conseils de lecture sur ce que j'ai lu récemment. Là j'ai lu Alabama 63 qui avait été conseillé par Magdalena, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup je vous le recommande. Et je suis en train de lire Les Enfants Rois de Delphine de Vigan, j'ai quasiment terminé. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais déjà lu plusieurs de ses romans et celui-là il est quand même vraiment bien. Et il interpelle pas mal sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors c'est vrai qu'en tant que youtubeuse et instagrammeuse, ça fait se poser 2-3 questions, mais c'est pas mal non plus. Voilà, bon, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de ces romans-là un peu plus à l'occasion. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis ben, je vous retrouve bientôt pour l'épisode du mois d'avril cette fois. Toutes les notes de l'épisode avec tous les liens, les conseils sont tous indiqués en barre d'informations. Je remplis également un article de blog avec tous les liens qui est le copier-coller de ce que je mets en barre d'informations. Et je fais aussi un article, j'essaye de faire un article sur chacun des projets que j'ai présentés, que ce soit en couture ou en tricot. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, merci pour tous vos messages qui me font beaucoup de bien. Je continue à les lire, j'essaie d'y répondre à chaque fois. Si c'est pas le cas, je m'en excuse et j'essaierai de corriger ça. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.